Salut les Européens, bienvenue dans Vox Pop, le magazine polémique et positif. Au sommaire cette semaine, deux sujets qui font débat en Europe. Tout d'abord, qui est responsable en cas de cyberharcèlement? Ce harcèlement scolaire qui continue sur les réseaux sociaux. Notre seconde polémique portera sur l'Europe de la défense. Faut-il ou non une armée européenne? Nous répondrons à cette question à Rome avec notre invitée, Roberta Pinotti, ministre de la Défense italienne. Et pour commencer cette émission, un sujet douloureux pour beaucoup d'enfants et leurs parents, le harcèlement scolaire. Insultes répétées, brimades et même violences physiques. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le harcèlement ne s'arrête plus aux grilles de l'école, mais continue à l'extérieur. Les conséquences sont souvent dramatiques pour les enfants. Baisse des notes, repli sur soi, dépression, voire même quelquefois suicide. Pour ouvrir ce débat, je vous propose 3 minutes avec Franck Berthaud. Il y a des gamins pour qui les journées d'école se transforment en supplice. Allez savoir pourquoi, leurs camarades en font des souffres-douleurs. Moqueries, humiliations, insultes, violences, voilà l'arsenal des harceleurs. Mais en fait-on assez pour combattre ces bourreaux? Eh bien, ça dépend. Dans les pays baltes, ça doit effrayer plus d'un collégien de débarquer en classe. En Lituanie, 24,5% des ados de 11 à 15 ans ont déjà été victimes de harcèlement. Ils sont 19% en Lettonie et 18% en Estonie. En revanche, en Suède, en Italie et au Danemark, ils sont plutôt détendus du cartable. N'empêche, dans toute l'Europe, 11% des élèves souffrent de harcèlement. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour lutter contre l'enfer des cours de récré? En Finlande, on est déterminé. En 2009, le gouvernement a lancé un programme baptisé Kiva. La technique, miser sur les témoins de harcèlement scolaire et les inviter à balancer les tortionnaires. Tous les 2 ans, 20 heures de cours sont consacrées à sensibiliser les écoliers. Mais pour certains, la prévention ne suffit pas. Eux réclament des punitions. En Suède, depuis 2006, un médiateur pour les enfants et les élèves est chargé d'enquêter sur les sévices et de faire casquer les écoles. C'est le Barnø-Elev Ombudsman. Depuis sa création, le BEO a déjà récolté plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts. De telles procédures font de l'absentéisme en Belgique, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Irlande ou en Grèce. Tiens, pourquoi? Ils s'en fichent, eux, du calvaire de leurs élèves? En France, le harcèlement scolaire est considéré comme du harcèlement tout court. Un délit, donc. On sévit par la loi. Responsable potentiel, le harceleur, ses parents, les professeurs et même l'État. En février 2017, l'administration française avait été reconnue en partie responsable du suicide de la collégienne Marion Fraisse, harcelée pendant des mois. D'après le tribunal, les fonctionnaires n'avaient pas réagi suffisamment à ces appels à l'aide. Parfois taxés de laxisme face à ce fléau, les États ont trouvé un coupable idéal, les réseaux sociaux. À cause d'eux, les Facebook, WhatsApp, Snapchat, Twitter et compagnie, le harcèlement ne s'arrête plus aux portes des écoles. Il se poursuit à la maison, sur les écrans. C'est ce que l'on appelle le cyberharcèlement. On entend déjà s'emporter l'écrivain italien Umberto Eco. Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles. Des imbéciles qui demeurent souvent impunis. Alors profs, élèves, parents, réseaux sociaux, qui est responsable? Avec le développement des smartphones et d'Internet, le cyberharcèlement gagne du terrain. L'Espagne a longtemps nié le problème, mais aujourd'hui, elle commence à ouvrir les yeux et ça fait froid dans le dos. C'est une enquête de Marine Courtade. Dans une zone commerciale sans charme, à l'ouest de Madrid, une victime de harcèlement scolaire nous a donné rendez-vous.
Depuis 3 ans, Léa reçoit insultes, coups, crachats. Un jour, elle a vu le harcèlement se prolonger sur son téléphone. Voici des exemples de messages quand ces filles m'insultaient. Elles me disaient « Dès que je te vois, je vais t'enterrer, ma jolie. Adieu, salope. Considère-toi morte. » Des messages de ce type, la jeune fille en reçoit plusieurs fois par jour. La pression est incessante. Ses notes chutent, elle finit par arrêter l'école. Dès qu'elles ont commencé à m'insulter, à me harceler, je suis devenue anxieuse. J'ai fait des crises d'angoisse. Aujourd'hui, je suis en dépression. Je prends un traitement, je suis suivie par des psychologues et des psychiatres. Et j'essaye de ne pas attirer l'attention, de passer inaperçue. Léa n'est pas un cas isolé. En Espagne, 10% des élèves seraient victimes de harcèlement scolaire. Un enfant sur 4 souffrirait même de cyberharcèlement. Le suicide de Carla, 14 ans, en avril 2013, puis celui de Diego, 11 ans, en octobre 2015, ont créé un émoi national. Malgré ces cas dramatiques, très médiatisés, l'Espagne prend tout juste conscience de l'ampleur du harcèlement au sein de ses écoles. Mais le pays se donne-t-il les moyens de lutter efficacement ? Dans cette association de lutte contre la maltraitance infantile, les appels liés au harcèlement sont incessants, plus 240% en 2 ans, signe d'un réel changement d'état d'esprit de la société espagnole, selon la psychologue du centre. Plus personne n'ose considérer qu'il s'agit juste d'un jeu d'enfant, que c'est quelque chose de transitoire qui va passer, que ça va endurcir les élèves et qu'ils vont trouver des ressources. Outil préféré des harceleurs, l'application de messagerie instantanée WhatsApp, mais aussi les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram qui permettent de partager des photos. Il est vrai qu'en Espagne, c'est assez préoccupant, car les enfants commencent à utiliser ces nouveaux outils très sophistiqués de plus en plus jeunes. Par exemple, maintenant, comme cadeau de première communion, on offre un téléphone ou un ordinateur. Le cyberharcèlement commence plus ou moins vers l'âge de 10 ans, presque 11, avec un pic vers l'âge de 13 ans et demi. En Espagne, 85% des enfants de plus de 10 ans ont un téléphone portable qu'ils utilisent parfois en dehors de tout contrôle parental. Qui parmi vous a un ordinateur, une tablette, un portable ? Cette déficience parentale, une psychologue ne cesse de la constater. Avec la région de Madrid, elle organise des sessions de sensibilisation au cyberharcèlement. Je suis interpellée par le fait qu'il n'y ait pas de limite de la part des familles et des adultes. Parce qu'au bout du compte, même si ces enfants utilisent les réseaux sociaux, ils restent des enfants. Ils n'ont pas une maturité suffisante pour faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal sur Internet. Je crois qu'au fond, les parents se sentent dépassés. Et la plupart de ces enfants de 11 ans, ainsi que leurs parents, ignorent même qu'en Espagne, une loi encadre normalement l'utilisation des réseaux sociaux. La loi dit qu'il faut avoir minimum 14 ans pour avoir un compte sur un réseau social. Ce qui veut dire qu'ici, la plupart d'entre vous qui utilisez des réseaux sociaux et des applications, vous ne devriez pas encore le faire. Vous le saviez ? YouTube, ça compte ? Oui, YouTube, ça compte. Face à cette utilisation massive et sans contrôle d'Internet, quelle est la politique des réseaux sociaux? Leur réponse en cas de cyberharcèlement est-elle appropriée? En 2013, le groupe Facebook, également propriétaire de WhatsApp et d'Instagram, a mis en place une page Internet qui se targue de lutter contre le harcèlement. Largement insuffisant, selon la psychologue. Il y a des sous-catégories, adolescents, parents, éducateurs. On a toute une série de conseils psychologiques sur ce qu'on pourrait faire si on est victime de cette situation. Par exemple, rester calme. Et enfin, si on est accusé d'être la personne qui commet un acte de harcèlement, on nous donne une série de recommandations pour demander pardon. Enjoindre le harceleur à demander pardon suffirait donc à endiguer le cyberharcèlement. Des conseils légers, presque naïfs. En fait, les réseaux sociaux manquent réellement de volonté face au problème.
selon cette journaliste spécialiste d'Internet. Il y a un certain temps, on a demandé à Facebook s'il pouvait exiger la pièce d'identité des usagers pour vérifier leur âge. Parce que la loi espagnole exige d'avoir 14 ans, l'âge minimum pour utiliser les réseaux sociaux, même si c'est clair que ce n'est pas respecté. Mais Facebook a répondu que c'était un problème technique, très complexe, et le groupe a refusé de le mettre en place. Nous avons sollicité Facebook, mais le groupe a refusé de répondre à nos questions. Face à cette inertie des réseaux sociaux, que peuvent faire les parents? Peuvent-ils compter sur l'État pour les aider à combattre le harcèlement scolaire? En 2016, le ministère de l'Éducation a proposé un plan de lutte en 70 mesures. Ce que nous voulons au final, c'est que le harcèlement ne soit plus un cri silencieux. Que ceux qui en souffrent ne le gardent pas pour eux, mais qu'ils soient aidés. Que les parents et les enseignants puissent leur venir en aide. Mais sur les 70 mesures évoquées, seules quelques-unes sont mises en place. Un guide accessible sur le site du ministère et l'ouverture d'une ligne téléphonique d'écoute. Pour l'opposition, ce n'est pas suffisant. Ce que nous reprochons au gouvernement espagnol, c'est un manque de volonté politique pour s'attaquer à quelque chose qui, selon l'opinion publique, commence à devenir un problème fondamental. Tout ce qu'il a fait, c'est de mettre en fonctionnement un numéro d'écoute aux victimes. Ça peut être utile, à condition qu'on assure une formation aux personnes au bout du fil. C'est l'une des polémiques de ces dernières semaines. Les salariés qui travaillent pour cette ligne téléphonique ont dénoncé la précarité de leurs conditions de travail et le manque de formation de la part du ministère de l'Éducation. Pas de loi spécifique contre le harcèlement scolaire, mais néanmoins en 2015, une évolution majeure. L'Espagne a inclus dans son code pénal le délit de harcèlement. Et elle est le seul pays européen à ajouter la notion de harcèlement électronique. Pourtant, malgré cette avancée, les harceleurs restent très rarement condamnés. Le problème, c'est que même si on commet un délit de harcèlement, cyber ou non, lorsqu'on a moins de 14 ans, on ne peut pas être jugé. De plus, aucun tribunal de mineurs ne condamne un enfant entre 14 et 16 ans pour des actes de harcèlement. Il faut que ce soit un acte très grave, répété et avec beaucoup de preuves. Reste un moyen pour les parents de lutter contre le harcèlement. Engager la responsabilité des écoles, les attaquer pour défaut de surveillance ou non-assistance à personne en danger. Une démarche longue et souvent fastidieuse, car prouver le harcèlement scolaire n'est pas chose aisée. Ce père de famille en sait quelque chose. Son fils a été harcelé à l'école pendant 3 ans. Jamais il n'aurait eu gain de cause s'il n'avait pas réussi à récupérer une vidéo tournée par les bourreaux de son enfant. C'est la vidéo de l'école, où l'on voit mon fils, habillé en vert à droite. Nous avons eu 2 réunions avec les directeurs de l'école. Il niait. Il disait toujours que c'était un truc d'enfant. Dans tous les cas de harcèlement scolaire, les écoles réagissent pareil. Et évidemment, si je n'ai pas de vidéo, je n'ai pas de condamnation, je n'ai pas de sentence, je n'ai pas d'affaire. L'affaire n'existe pas. Le collège a dû verser 30 000 € de dommages et intérêts pour non-assistance à personne en danger. Il s'agit de l'une des condamnations les plus lourdes en Europe, alors que l'Union européenne n'a toujours pas défini la notion de cyberharcèlement. Place maintenant à notre second débat, l'Europe de la défense. Alors c'est un vieux serpent de mer qui date des années 50 et qui a connu de nombreux échecs. Mais aujourd'hui, sous la pulsion de l'Allemagne, de la France et de la Commission européenne, l'idée refait surface. Alors, comment imaginer cette armée européenne? Comment pourrait-elle fonctionner? J'ai rendez-vous ici à Rome avec Roberta Pinotti, la ministre de la Défense italienne, fervente partisane d'une force européenne multinationale. Madame la ministre, Roberta Pinotti, vous nous accueillez ici dans votre bureau de ministre de la Défense. Vous êtes une grande puissance militaire, hein, vous êtes la 5e puissance d'Europe et vous êtes aujourd'hui politiquement volontariste pour développer une forme de défense européenne. Mais pourquoi ? Alors qu'on en parle depuis 50 ans en Europe, on n'y est jamais arrivé. Pourquoi?
Nous n'y sommes jamais parvenus parce que, passé les premiers temps, où les fondateurs de l'Europe comptaient parmi leurs priorités la défense et la politique étrangère, il n'y a pas eu de volonté de la part des États nationaux. Aujourd'hui, la situation a changé. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'on a compris qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre une défense européenne et notre participation à l'OTAN. Et aujourd'hui, on en reparle parce que c'est une question de nécessité. Le monde et l'Europe sont exposés à un type de menace auquel on ne peut pas répondre individuellement en tant qu'État isolé. On a besoin d'avoir des connexions beaucoup plus solides en termes de renseignement et de forces de police. Et les déclarations de M. Trump contre l'OTAN, remettant en question son rôle, en disant aux Européens il faut vous débrouiller, ça nous a un peu forcé aussi à réagir, non ? Oui, aussi. Et je pense que deux éléments nous ont emmenés dans cette direction. D'un côté, le Brexit, car la Grande-Bretagne a toujours été méfiante à l'égard de la défense européenne. C'est-à-dire que les Anglais avaient tendance à privilégier l'alliance transatlantique. Et puis il y a la position de Trump. Il ne s'agit pas d'un désengagement de Trump dans l'OTAN, mais d'un rappel du fait que l'Amérique se positionne maintenant différemment. C'est pour cela que l'Europe doit être capable d'être aujourd'hui autonome. Dans le cadre de cette émission, on fait un sondage à chaque fois, chaque semaine, avec notre partenaire News République. On a posé une question à tous les Européens. La question, c'était « Faut-il une armée européenne ?» Ils ont été 14 500 à répondre. Et à une large majorité, 56%, ils sont pour une armée européenne. Alors, en premier, ce sont les Espagnols, puis les Italiens. Ceux qui n'en veulent pas, sans surprise, à 34%, c'est les Britanniques. Ça vous surprend, ça ? Majoritairement, on veut une armée en Europe. Je ne suis pas surprise, parce que les citoyens vivent aujourd'hui dans la peur. Ils ont besoin que l'on réponde de façon plus large et plus collective à leur peur. Vous parlez de force européenne multinationale. C'est quoi la différence entre une armée européenne et ce que vous définissez comme une force européenne multinationale ? La différence est dans la construction. Ça ne serait pas censé de construire quelque chose ex nihilo sans tenir compte des armées nationales déjà existantes. Au lieu de prévoir pour sa propre nation, il va falloir maintenant se projeter ensemble et établir qui fait quoi. Alors des embryons de défense européenne existent depuis 1995, comme l'Eurocorps, le corps européen qui regroupe les forces de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, de la Belgique et du Luxembourg. On est allé faire un reportage à Strasbourg. On se retrouve tout de suite après ça. À tout de suite. Une voiture immatriculée en Allemagne, un militaire polonais. Un autre militaire, et sur son épaule, on constate qu'il est espagnol. Le militaire parle anglais, mais ce n'est pas sa langue de naissance. C'est un checkpoint, comme il en existe dans le monde entier, mais nous sommes à Strasbourg, lors d'un exercice de l'Eurocorps, une force d'intervention européenne qui existe depuis 1995. Ce corps européen est intervenu lors des conflits en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Plus récemment, on l'a vu en Afghanistan et aujourd'hui dans plusieurs pays d'Afrique. Là, vous revenez de République centrafricaine. Vous étiez envoyé par l'armée française ou par, j'allais dire, l'armée européenne, le corps européen? Aujourd'hui, nous sommes dans une séquence au profit de l'Union européenne. Personnellement, j'ai préparé et commandé le premier mandat qui s'est déployé en Centrafrique. Actuellement, c'est un général belge qui commande. Après, il y aura une relève pour une autre période de 6 mois. Ce sera un général espagnol. C'est pas un peu lourd de devoir passer d'un pays à l'autre, d'un général à l'autre? Il est vrai, et là vous avez entièrement raison, que pour les Centrafricains, voir les généraux se succéder tous les 6 mois, ils préféraient plus de stabilité. Les missions de l'Eurocorps se font au nom des pays européens, mais aussi sous l'égide de l'OTAN ou des Nations Unies. 1000 hommes et femmes sont basés en permanence ici à Strasbourg, mais en période de conflit, c'est 60 000 militaires, 800 chars, 1000 véhicules de combat qui sont mobilisables. Soit le corps d'armée le plus puissant d'Europe occidentale.
Comment arrivez-vous à faire vivre, travailler et combattre des gens de nationalités si différentes? Je dirais que c'est un challenge, mais nous devons le relever. D'abord, nous avons un point commun, c'est la langue anglaise. Et puis, nous sommes des soldats professionnels. Et l'équipement, d'où vient-il? Qui a décidé le choix du FAMAS, la mitraillette française? Les décisions sont prises par les nations cadres de l'Eurocorps. Elles le font ensemble. Par exemple, la France fournit le FAMAS, l'Allemagne les mitrailleuses, et le pistolet est belge, lui. Contact. Forward. Forward. Right. Si vous étiez sur le terrain, si vous étiez amené à être blessé, voire à mourir, vous mourrez pour qui? Pour la Belgique ou pour l'Europe? Ça c'est une très bonne question. Je ne me la suis jamais posée. Ah bon? La Belgique m'envoie ici, je travaille pour la Belgique. Si la Belgique décide que mon travail, c'était peut-être de partir en mission, s'il faut que je meure pour cette mission-là, je mourrai pour mon pays, mais aussi pour l'Eurocorps. Monsieur Van Overt, je vous remercie. Merci à vous. Roberta Pinotti, pourquoi l'Italie ne participe pas à ce corps européen? À l'époque, lorsque l'Eurocorps est né, l'Italie ne voulait pas en faire partie. Mais aujourd'hui, je suis décidée. Je veux que l'Italie fasse partie de l'Eurocorps. Moi, j'ai envie qu'on aille maintenant dans le cœur de votre proposition. Vous avez parlé, vous-même, ministre de la Défense italienne, qu'il fallait créer une espèce de Schengen de la défense. Ça serait quoi, ce Schengen de l'armée, des armées? C'est l'idée que si l'unanimité devient un frein, il faut aussi penser à procéder avec ceux qui peuvent poursuivre à des vitesses différentes. La défense est un des domaines dans lesquels aujourd'hui, les traités permettent d'avoir des coopérations renforcées entre les États. Je ne pense pas que ce sera un motif de division en Europe. Je suis convaincue du contraire. J'ai compris quelque chose d'étonnant. En fait, se mettre ensemble, ce serait rentable. Parce que, en fait, l'Europe, l'armée nous coûte à peu près 200 milliards, hein, tous les Européens confondus. Et la Commission européenne a chiffré la perte à cause du fait qu'on ne s'entend pas, on est en compétition, on fait des achats qui ne sont pas des achats groupés. On perd entre 25 milliards et 100 milliards par an. Donc là, il y a une folie qu'en fait. Faire une armée européenne, ce serait faire beaucoup d'économies. Chaque nation a développé ses propres systèmes d'armes. Il y a une fragmentation des dépenses, pour la recherche notamment. Cela devient incompréhensible que chacun de leur côté, les pays européens continuent de faire le même type de dépenses. C'est hallucinant parce que l'Europe a 178 types d'armement, les États-Unis 30. 20 avions de chasse pour les Européens, alors que les Américains n'en ont que 6, ça coûte énormément. Donc on pourrait se mettre ensemble. C'est ce que la Commission européenne a voulu faire, et les Européens, en juin dernier, ont décidé d'élever un fonds de soutien, un fonds de développement pour l'armement, c'est ça? Exactement. Et ceci est un signe très important. Maintenant, en matière de recherche et en matière d'investissement, l'Europe met des moyens. Alors j'imagine aussi que d'un point de vue industriel, il peut y avoir une réorganisation de la défense au niveau européen, de manière à avoir un développement et une capacité supérieure à ceux que nous avons eus jusqu'à présent. Il y a une volonté politique, mais aussi une Europe divisée. On va voir nos correspondants maintenant, c'est en Pologne et en Allemagne, vous voyez voir, c'est diamétralement opposé. Je t'aime, moi non plus. Ainsi se résume l'histoire d'amour contrariée entre la défense européenne et la Pologne, qui veut réduire sa participation à l'Eurocorps. En 2016, Varsovie avait déjà annulé une commande de 60 hélicoptères pour 3,14 milliards d'euros auprès d'Airbus. Depuis 2009, la Pologne s'était pourtant largement rapprochée de ses partenaires européens pour accroître sa participation à l'effort de défense. Augmentant continuellement ses dépenses en armement, le budget de ses forces armées avait atteint près de 9 milliards d'euros,
2% du PIB. Mais voyant l'idée d'une défense européenne patiner, le gouvernement conservateur a amorcé un nouveau virage. La Pologne est retournée à ses premières amours. Pour se protéger de la menace russe, elle préfère l'OTAN et une Amérique qu'il avait désignée en 2004 comme le cœur de la nouvelle Europe. L'Allemagne finit de briser un tabou. Plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la première puissance économique européenne veut aussi faire entendre sa voix sur le plan militaire. Autorisée par le Parlement en 1994 à participer à des opérations extérieures, présentes au Mali, en Afghanistan ou au Kosovo, la Bundeswehr n'est plus une pestiférée dans les opérations internationales. Son budget, longtemps limité, doit atteindre 40 milliards d'euros d'ici à 2021, franchissant la barre des 2% du PIB. Et Angela Merkel l'a annoncé. L'Europe doit prendre en charge sa défense et ne plus s'appuyer uniquement sur l'OTAN. Pour cela, l'Allemagne peut compter sur la France d'Emmanuel Macron. Né des cendres de la guerre, grippé par la crise économique, le couple franco-allemand renaîtra-t-il grâce à ses armées? Est-ce que vous pensez qu'on est capable de partir mourir pour l'Europe, comme avant on était capable de partir mourir pour son pays, justement? Je pense qu'il faut construire ce sentiment. Lorsqu'il y a eu le Bataclan à Paris, ou lorsqu'il y a eu l'attentat à Berlin, nous avions des jeunes Italiens là-bas, et chaque famille s'est sentie proche des familles de ces villes qui ont subi des deuils. Donc la division entre les États, pour nos jeunes, c'est une division qui existe beaucoup moins. Je pense que plus on développera une idée d'Europe unie, plus on comprendra qu'ensemble, on peut mieux se défendre. Dans ce sentiment, chacun ressentira un peu plus l'Europe comme sa patrie, sans bien sûr oublier son identité nationale. Une dernière question. En Europe, il y a 8 femmes qui sont ministres de la Défense. Est-ce que ça change quelque chose? Je pense que oui. En Italie, c'est la première fois qu'une femme est ministre de la Défense. Je pense que ça change les capacités de dialogue, les capacités de faire des projets communs. Je crois que les femmes peuvent créer une sécurité plus proche, qu'elles peuvent rassurer davantage en ce qui concerne les peurs vécues aujourd'hui par nos citoyens. Roberta Pinotti, merci de nous avoir reçus ici dans votre bureau et bon courage. Grazie, anche a lei. C'est bizarre quand même. Depuis la montée des populismes, depuis le Brexit, il se passe quelque chose en Europe. On dirait que ça bouge. Vox Pop s'est terminé à la télévision, mais ça continue sur Internet. Je vous embrasse tous les Européens, les Européennes. Et ce soir, j'embrasse ces 8 femmes qui sont ministres de la Défense sur le continent européen. À bientôt. Tchuss.